Ils ont 100 jours pour proposer des réformes et élaborer une nouvelle politique nationale de défense et de sécurité. Les 100 membres de la commission pluridisciplinaire de la politique nationale de sécurité ont été installés officiellement par le chef de l'État ce matin. La réquisition du parquet militaire est sans appel dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Les peines requises vont de 15 mois à la perpétuité. Prison à vie, voilà ce qui a été requis pour les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Et puis, un trône pour deux chefs. Voilà la situation dans la commune de Banfora où deux chefs cantons ont été intronisés, causant des affrontements meurtriers entre les partisans des différents camps. Un couvre-feu a été instauré par le Haut-Commissariat de la Koboé. Les détails tout à l'heure dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Ils sont au nombre de 100, issus de secteurs d'activité aussi divers que variés, professeurs d'université, chercheurs ou encore autorités coutumières, et ils composent la commission pluridisciplinaire de la politique nationale de défense et de sécurité, une commission qui a été officiellement installée ce 17 juin par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Eh bien, ces hommes et ces femmes ont 100 jours pour proposer des réformes du système de défense et de sécurité nationale. Dié Daourou, Obenguebré. Des attaques terroristes à répétition avec pour conséquence la fragilisation du tissu social, le Burkina Faso fait face à une dégradation inédite du contexte sécuritaire. Les analystes mettent en cause le manque de vision sur la question. En vue de doter le Burkina Faso de vision, d'outils et d'instruments pour faire face aux menaces, le gouvernement veut réformer sa politique de sécurité nationale. La politique de sécurité nationale qui sera élaborée et adoptée constitue le début d'un chantier de réforme que notre peuple doit nécessairement entreprendre et que je me suis engagé à traduire en actions concrètes au profit de tous. Cette politique retracera notre vision sur une sécurité durable, reflètera nos valeurs, nos intérêts nationaux et aussi la manière de les préserver et de les promouvoir. Les stratégies nationales et sectorielles qui en découleront apporteront plus de clarté quant aux missions, responsabilités et redevabilités de chaque composante des forces de défense et de sécurité et des institutions qui les gèrent et qui les supervisent. L'objectif est de doter notre pays d'un appareil de sécurité fiable, républicain, redevable et en adéquation avec nos ressources. Au nombre de 100 est composé de chercheurs, de professeurs d'université, de spécialistes des questions sécuritaires, de députés, de représentants des autorités coutumières, académiques et syndicales. Les membres de la commission chargée de l'élaboration de cette politique de sécurité nationale ont un délai de 100 jours pour faire des propositions pour une réforme du secteur de la sécurité qui devra permettre d'instaurer un système de sécurité efficace. La commission d'élaboration est pluridisciplinaire et le processus d'élaboration proposé est basé sur des approches holistiques qui mettent l'accent sur le besoin de réponses collectives et multisectorielles. Il s'agira de questionner tous les secteurs de la vie de la nation, économique, alimentaire et politique, et proposer une vision de notre sécurité nationale permettant de promouvoir notre vivre ensemble, de préserver nos valeurs et nos intérêts nationaux consensuels. L'élaboration de la politique de sécurité nationale est une recommandation du Forum national sur la sécurité qui s'est tenu en octobre 2017. Et parlant toujours de sécurité, sachez que le Haut-Commissariat de la province de la Koboé vient d'instaurer un couvre-feu sur toute l'étendue de la commune de Banfora pour compter de ce 17 juin de 22h à 5h du matin. Une décision qui fait suite aux violences meurtrières qui ont émaillé l'intronisation du chef canton de Banfora. On parle de 2 personnes tuées tôt ce matin autour de 4h du matin ce 17 juin. Selon des témoins sur place, tout serait parti de l'installation d'un deuxième chef de canton hier, après celui intronisé en avril dernier. La cérémonie a provoqué quelques frictions entre les deux camps. La tension était palpable, comme nous l'explique surtout Justin Dabiré.
C'est à la maison des jeunes des Cascades que le 6e chef de Banfora, Sibiri Emadi Diana II, a été intronisé par un collège de coutumiers. Il reçoit un habit traditionnel, un bonnet, une canne et une daba, symbole du pouvoir du chef de canton. Une fois intronisé, Diana II a appelé les fils et filles de Banfora à l'union, à la paix et à la cohésion sociale. L'intronisation de Diana II s'est faite en présence de plusieurs chefs coutumiers comme celui de Nyangologo, de Karaborola, de Tengrela, de Bununa et le chef de Dagasso à Bobo-Dioulasso. Ces chefs reconnaissent désormais Sa Majesté Sibiri Diana II comme le seul et légitime chef de Banfora. Ça n'a pas été facile, mais les coutumes sont les coutumes. Voilà, on a appliqué les coutumes réglementairement ici. Nous, on travaille à celui qui est installé officiellement, et tout. Nous allons travailler ensemble, tous les chefs de canton de la région des Cascades travailleront jour et nuit avec Emma Sibiri Diana II. Mais je vous dis c'est vous qui le dites. Nous, on ne reconnaît pas quelqu'un qui est installé. En dehors de Emma Sibiri Diana II, nous, on ne reconnaît pas quelqu'un qui est installé. Diana II est donc le nouveau chef de canton de Banfora. Il pourra compter sur les chefs de canton présents à la cérémonie d'intronisation pour ramener la paix, l'unité et la cohésion sociale au sein de la famille royale et de son canton. Nous lui recommandons d'abord de poursuivre les efforts pour la cohésion au sein de la famille royale. De poursuivre les efforts pour la cohésion au sein des groupes socio-culturels autochtones de Banfora. De poursuivre les efforts pour la cohésion de tous ceux qui vivent sur le territoire de Banfora. De poursuivre les efforts avec nous pour la cohésion au niveau de l'ensemble de la région des Cascades afin qu'ensemble nous puissions être disponibles pour affronter les grands chantiers de développement de l'autre. La présence des chefs de canton et bien d'autres autorités consolide la légitimité du chef Sibiri Emadi Diana II pour les membres de sa famille. C'est un très grand honneur d'avoir vu toutes ces autorités coutumières et traditionnelles venir. C'est une marque de respect, de considération, et nous ne pouvons que les remercier pour cela. Il est évident que des sommités de ce genre ne peuvent pas se présenter à des choses qui sont tirées par les cheveux et qui ne reposent sur rien. Le nouveau chef de canton de Banfora, Sibiri Emadi Diana II, succède à Feu Yoye Emma. Né en 1955, Diana II est marié et père de 5 enfants. Après son intronisation, Diana II s'est vu interdire l'accès du palais royal par les partisans de Fadouga II. Fadouga II a lui aussi été intronisé par un autre collège des sages le 15 avril 2019 et siège actuellement au trône. Armés de gourdins, de machettes et de pierres, ses partisans ont opposé un refus catégorique au véhicule de Diana II qui a finalement rebroussé chemin. Au moment où nous quittions la cour royale de Banfora, la tension était toujours vive entre les deux parties. Toujours sur ce sujet, retenez que dans un communiqué, le Haut-Commissariat de la province de la Comoé a suspendu toute activité relative à la chefferie coutumière dans la commune de Banfora. L'affaire fait également grand bruit à Bobo-Dioulasso où réside l'un des guides religieux les plus influents de la région. Accusé de prendre parti dans ce conflit et d'exacerber les tensions, Emma Diafar Ouattara s'est défendu au cours d'une conférence de presse. C'était le 14 juin dernier. Les détails de Sotou Justin Dabiré. C'est à son domicile à Bobo-Dioulasso que le guide spirituel Emma Diafar Ouattara a rencontré la presse pour donner sa version des faits par rapport aux accusations qui sont faites à son encontre. Diafar est accusé par un des groupes en conflit d'avoir tenu une réunion secrète chez lui à domicile pour destituer le chef de canton de Banfora afin d'installer son challenger. Diafar se veut clair, il n'est ni de près ni de loin mêlé aux questions de chefferie à Banfora. Il n'y a pas eu de rencontre chez moi, je n'ai vu personne chez moi ici. Si ce ne sont pas vos dits, je ne suis au courant de rien. Tout ce qu'il dit ne sont que des mensonges. Je ne m'intéresse pas à cette affaire de chefferie traditionnelle. Même si on met ça sur ma tête, je vais la décharger. Moi, je ne souhaite que la paix pour tout le monde.
Pour Emma Diafa Ouattara, les parties en conflit doivent respecter les décisions prises à la suite des rituels qui auraient désigné le fils du défunt chef comme successeur du chef de canton de Banfora. Chaque ethnie sait comment installer son chef. Mais je ne sais pas pourquoi les Gourous ne s'entendent pas pour asseoir un chef consensuel sur le trône. Vous avez fait des rituels en égorgeant des poulets. Ces rituels ont montré que c'est un tel qui doit être le chef. Après, vous venez dire que vous n'êtes pas d'accord avec ces rituels. La crise est profonde à Banfora, d'autant plus que dans la nuit du 11 au 12 mars 2019, des affrontements entre les deux camps désaccords ont eu lieu dans la cour royale du chef de canton, occasionnant des blessés. Face à cette situation, Diafa demande aux fils et aux filles de Banfora de se mettre d'accord sur une personne qui va diriger la chefferie. Ils n'ont qu'à être d'accord. D'accord à une personne, de soit au roi, à Banfora, et puis c'est tout, il n'y a plus rien. Donc avec des combats comme ça, est-ce qu'on peut avoir une personne claire? Non. Ils n'ont qu'à tout faire, laisser ces bagarres-là, choisir seulement une seule personne, d'être au roi à Banfora et puis c'est tout. Point, trait. En attendant que l'appel du guide spirituel soit entendu par tous, chaque parti reste campé sur sa position. Le fils du défunt chef Emma Yoye, Emma Fadouga II, a été intronisé le 15 avril 2019 par un collège de sages. Il aurait été désigné par les ancêtres et aurait reçu l'onction des chefs traditionnels du Grand Ouest, avec à leur tête le chef de canton de Bobo Mandare. Cependant, les détracteurs du chef intronisé ne lâchent pas prise, car ce dimanche, ils comptent à leur tour introniser celui qu'ils considèrent comme le chef. Il s'agit de Sibiri Emadi Diana II. L'actualité de ce 17 juin, c'est également cette étape importante dans le procès du Putschmaké de septembre 2015, celle des réquisitions. Eh bien, le parquet militaire a requis notamment la perpétuité, la prison à vie pour les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. On écoute les explications de Luc Pabelgem. Pendant toute une journée, le ministère public a fait part de ses réquisitions au tribunal. Selon le parquet, à l'analyse des pièces du dossier et des débats à la barre, 11 infractions sont clairement constituées dans cette affaire de coup d'État. Pour toutes ces infractions, le ministère public requiert des peines allant de 15 mois avec sursis à l'emprisonnement à vie. Pour les 15 mois avec sursis, on peut citer entre autres le commandant Aziz Korogo, le capitaine Zumbri Hussein, de Dianda Abdul Kadri, de Bouémeda, de Kambou Arjuma et autres. Sidi Lamine, lui, devrait écoper de 2 ans de prison ferme, 5 ans de prison assortie de sursis pour Brema Kéré, Léonce Kone, Herman Yamego, Salifou Sawadgo, 5 ans ferme pour Limon Kajak, Minata Gelware, Nanima Faisal, le capitaine Abdoulaye Dao, 10 ans ferme pour le colonel Abdul Karim Traoré, Amidou Pakbelem, Diawara Fatmata Thérèse, le bâtonnier Mamadou Traoré et Ouedrago Adama Damis. Pour Wekuri Kossé et Nyon Jean Florent, le parquet requiert 15 ans ferme. 25 ans ferme, par contre, pour Badiel Eloi, Nebié Moussa Kouzoué Roger, Zerbo Laoko Mohamed Sanou Ali Soulaman Seydou et autres. Contre les généraux, le ministère public requiert l'emprisonnement à vie et la destitution de leur grade de généraux. Pour la partie civile, ces réquisitions sont un peu vagues de la part du parquet. Par contre, pour la défense, on se réserve, préférant garder la plaidoirie pour la barre et non devant la presse. Où le parquet a requis tant de peine pour tel et tel accusé, sans nous dire pourquoi en fait telle peine a été requise pour telle personne. On se serait attendu à ce que le parquet nous dise du point de vue donc, de la personnalisation des peines. Pour quelle raison tel accusé qui a fait telle chose, peut-être plus grave ou moins grave, a telle peine plus grave ou moins grave que telle autre personne. Là, on nous a jeté un peu les peines à la figure comme s'il s'agissait d'un jeu de loterie. La perpétuité proposée, c'est effectivement l'avis du parquet. Donc ce n'est pas le parquet qui décide, c'est le tribunal donc qui décide en toute indépendance, en toute impartialité. La perpétuité ne peut pas m'émouvoir, donc je vais prendre tout mon temps, tout mon calme et puis expliquer au tribunal
ce que j'ai à dire. À noter que le parquet demande que l'action publique soit éteinte à l'encontre de Lompo Medani décédé et d'un non-lieu pour Omer Bationo et le capitaine Seydou Gaston Ouedraogo. La défense a demandé un délai d'1 mois pour intégrer les plaidoiries de la partie civile et les réquisitions du ministère public et a finalement obtenu 8 jours. L'audience donc est suspendue pour reprendre le jeudi 27 juin. Voilà, hors de nos frontières, en Égypte, on a appris la mort de Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien déposé en 2013 par l'armée, est décédé à l'âge de 67 ans. Il a fait un malaise au cours de sa comparution pendant son procès. Suivez son portrait. 25 juin 2012, le nom du premier président égyptien librement élu vient d'être dévoilé. Mohamed Morsi, le second choix du parti islamiste de la liberté et de la justice, succède à Hosni Moubarak, tombé lors de la révolution 1 an plus tôt. Dans son premier discours de victoire, il se pose en rassembleur. Aujourd'hui, je suis le président de tous les Égyptiens, sans exception, qu'ils soient ici ou à l'étranger. Très vite, pourtant, la politique très conservatrice du président inquiète de nombreux Égyptiens. Certains l'accusent notamment de s'accaparer de nombreux pouvoirs, d'être la marionnette du mouvement des frères musulmans, tout en ne parvenant pas à redresser l'économie du pays, ni à restaurer la sécurité. Le mandat de ce fils d'agriculteur originaire de la région du Caire est donc bref. 1 an à peine après son élection à l'été 2013, de nouvelles manifestations secouent le pays. L'armée intervient et dépose alors Mohamed Morsi. Le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, installé par Mohamed Morsi lui-même au poste de ministre de la Défense, le remplace alors à la tête de l'Égypte. Accusé notamment de terrorisme, d'espionnage et de meurtre, Mohamed Morsi est immédiatement incarcéré. Condamné à un total de 45 ans de prison, il réussit à faire annuler une condamnation à mort et une autre à perpétuité. C'est finalement dans une salle d'audience où il comparaissait que Mohamed Morsi s'est effondré. Il avait 67 ans. Autre chose maintenant, vous le savez, aujourd'hui c'est lundi et comme tout le lundi, place maintenant à notre chronique éco. Ce soir, nous parlons du mécanisme de réajustement des prix des hydrocarbures entré en vigueur en novembre 2018. Un mécanisme qui devrait intervenir chaque 3 mois pour définir les prix à la pompe. Mais depuis le mois d'avril, où il devrait se prononcer, on attend toujours. Pourquoi ce silence? Quelles en sont les raisons? Eh bien, c'est le sujet de notre chronique éco. Il est signé Rémi Lambert-Nébier. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de révision des prix des hydrocarbures au mois d'avril? La question est directement adressée au gouvernement qui se devait de fournir à la limite des explications aux consommateurs aux fins de respecter un principe qu'il a lui-même établi. Mais son silence a prévalu, laissant tout entier les interrogations. On constate que les prix sont maintenus, mais on n'a aucune information justement sur comment les prix ont fluctué, pourquoi on n'a pas augmenté ou pourquoi on n'a pas diminué. Si c'est le mécanisme qui le permet, il n'y a pas de problème, mais il faut encore, faut-il le dire, pour que les gens sachent que le mécanisme fonctionne, voilà, ce sont ces résultats que nous appliquons. Et vous voyez que dernièrement, encore, il y a une grosse baisse des prix du carburant. Bon, les gens peuvent se poser la question pourquoi au Burkina aussi on ne baisse pas. Donc il faut ça qu'on n'explique pas. Le manque d'information fait qu'il y a des rumeurs qui prennent le dessus et ça tue l'information vraie en réalité. La tendance haussière du cours du baril depuis le début de l'année laissait présager une augmentation des prix en avril. Loin de nous l'idée d'alimenter la rumeur, mais le silence du gouvernement donne lieu à des interrogations plus poussées. Est-ce le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures qui n'a pas fonctionné? Ou bien le gouvernement n'a pas voulu toucher au vieux démon au regard de la tension sociale qui prévalait? Non, le comité fait son travail. C'est-à-dire à tout moment, si vous demandez au comité quel est le prix auquel on doit vendre le litre de gasoil, le litre de super ou le pétrole, le comité il peut vous sortir le prix. Maintenant, c'est au gouvernement. Bon. Ce silence-là, bon, nous, c'est une hypothèse qu'on a émise. Repose essentiellement sur la situation nationale, qui était un peu, j'allais dire, délétère avec
avec de janvier à février, mars, on était pratiquement en crise avec la plupart des syndicats de la fonction publique, enseignement, finance. Donc, s'il y avait un quelconque réagissement, surtout si ce n'était pas un réagissement à la baisse, parce que la tendance du mois d'avril, c'était soit au maintien, soit à l'augmentation. Donc, si c'était pour ajuster dans le sens où ça allait me contenter les consommateurs, je pense que ça allait être un peu difficile. Je ne justifie pas, mais je suppose que ce sont des éléments qui ont un peu milité à ce qu'on ne touche pas au prix. L'une des conclusions que l'on peut tirer de ce statu quo est que le gouvernement risque d'être l'acteur de l'échec d'une politique qui joue pourtant à son avantage. L'idée en fait du mécanisme là, c'était de régulièrement informer les gens, d'ajuster les prix pour que les gens s'habituent. Parce que dans certains pays, on n'a même pas besoin de faire un communiqué. Une fois que les gens sont habitués au réagissement continu, on n'a plus besoin. Mais vous voyez, la dernière augmentation a secoué l'opinion parce qu'on a mis près d'un an, je ne sais pas combien de temps. Et quand on a voulu capitaliser la hausse des prix, ce n'est pas passé du tout parce que l'écart était quand même assez important. Donc le mécanisme doit permettre aux Burkinabés de s'habituer à ça. Malheureusement, tel qu'on est parti, on va se réveiller un matin. Si c'est une baisse, c'est tant mieux, mais si c'est une hausse, si elle est aussi élevée que la dernière fois, ça va encore susciter des critiques au sein de l'opinion. Le prochain rendez-vous pour la révision des prix des hydrocarbures est fixé pour juillet 2019. On espère que le gouvernement brisera le silence si toutefois son mécanisme de fluctuation tient toujours. Ils sont 115 enseignants qui vont certainement améliorer la qualité de la formation dans les universités burkinabais. Ils sont maîtres assistants, maîtres de conférences ou encore professeurs agrégés qui ont été inscrits au CAMES au terme de sa 40e session et de la 19e session du concours d'agrégation. Ils ont reçu leur touche ce week-end. Rémi Lambert-Nébier pour le compte rendu. Les ovations qu'ils reçoivent sont bien l'expression des félicitations de leurs parents, amis, collègues et supérieurs hiérarchiques. Promus à la 40e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES et au 19e concours d'agrégation en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, ils sont la nouvelle cohorte d'enseignants-chercheurs de l'université Joseph Kizerbo et l'université Ouagadougou. Au nombre de 115, on compte parmi eux 66 maîtres assistants, 24 maîtres de conférences et 25 professeurs titulaires, ceux-là même qu'on surnomme les généraux de l'enseignement supérieur. Si vous avez le baccalauréat, il faut globalement au moins 8 ans pour avoir la thèse. Donc si vous avez cette thèse unique, je précise bien une thèse unique ou un doctorat, vous êtes éligible pour être recruté comme assistant. Mais un assistant n'est pas un enseignant permanent d'université parce qu'il dispose de 8 ans pour pouvoir passer à l'échelon supérieur, pour pouvoir rentrer dans le cercle restreint des enseignants titulaires d'université. Faute de quoi, il sera rétrogradé. En plus du doctorat unique, il faut publier, c'est-à-dire il faut avoir des résultats scientifiquement prouvés au plan international par des documents qu'on appelle des articles pour aspirer au grade de maître de conférence. Là également, il vous faut 3 ans d'ancienneté. Mais en plus de cela, il vous faut également encadrer des mémoires de master. Il vous faut également avoir des articles, une fois de plus, différents des premiers articles que vous aviez utilisés pour passer et maître assistant. Vous avez besoin de passer professeur titulaire. Pour passer professeur titulaire, cette fois, il faut avoir encadré et fait soutenir une thèse de doctorat unique, plus naturellement encore des critères d'articles, plus des critères d'ancienneté avant de pouvoir gravir le grade de professeur titulaire. Donc quand vous prenez quelqu'un qui rentre comme assistant, s'il est vraiment allé très vite, il faut en moyenne
10 à 15 ans pour pouvoir passer professeur titulaire. Ça, c'est ceux qui sont allés vite. Mais pour les générations qui nous ont précédés, il y en a qui ont mis près de 20 ans, 25 ans avant de pouvoir passer professeur titulaire. C'est donc le début d'une longue et riche carrière dans la recherche scientifique pour les uns et la consécration pour les autres qui se matérialisent par cette cérémonie de remise de toge. Mais pour chacun d'entre eux, le sacerdoce est le même, être la source du savoir et le perpétuer. Au-delà de notre fierté, ce succès nous incite à poursuivre inlassablement notre élan dans le développement du capital humain par la réalisation des travaux de recherche de très haut niveau scientifique et par l'œuvre éducative à travers nos missions. Instruire, former, éduquer. Pour cela, sachons faire nôtre cet adage qui enseigne que plus grand est le maître. Dans leur leçon inaugurale, le professeur Amadou Ouedraogo leur rappellera que le bon enseignant-chercheur est celui qui arrive à apporter des réponses scientifiques aux questions du développement de son pays. Leur besoin est donc exprimé à tous les niveaux et surtout au sein de leurs universités respectives, dira le ministre du tutelle. Mais ça veut dire aussi que la capacité se renforce pour permettre d'accompagner un autre niveau d'enseignement. Vous voyez, les masters, par exemple, ne peuvent pas être encadrés par des maîtres assistants et des assistants. Il faut qu'on ait des maîtres de conférence ou des professeurs titulaires. Donc, quand vous entendez souvent les étudiants réclamer la possibilité pour chacun d'être dans un programme de formation de master, c'est parce qu'on n'a pas le vivier suffisant qui puisse nous permettre d'avoir les maîtres de conférence et les professeurs titulaires pour pouvoir encadrer autant d'étudiants que nous souhaitons. Et même la question de l'ouverture même des masters repose sur la possibilité pour nous d'avoir des professeurs titulaires, des maîtres de conférence qui sont porteurs de l'ouverture des masters. Donc plus les gens vont passer maîtres de conférence, professeurs titulaires, plus l'éventail pourra s'élargir parce que chacun dans son domaine pourra faire des propositions qui vont être validées par le comité scientifique des universités et donc à ce moment on peut commencer à recruter. Donc vraiment, c'est une belle moisson. Les deux universités ont enregistré environ 95% du succès à la 40e session des comités consultatifs interafricains du CAMES et l'université Joseph Kizerbo à elle seule a enregistré 90% du succès au 19e concours d'agrégation. Toujours dans le secteur de la formation et cette question, comment mieux faire l'interprétation de l'hémogramme et l'orientation diagnostique devant une anémie? La question était au centre d'une session de formation des pédiatres et des DES en pédiatrie. C'est une formation de 5 jours qui a pris fin ce 14 juin. Elle est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Santé et CIMEX Europe. Alexis Benemnaba, Rémi Lambert-Nébier. Pendant 5 jours, ces médecins pédiatres et médecins en formation de spécialisation pédiatrique ont appris le diagnostic sur les globules sanguins et a orienté leur interprétation en face d'un cas d'anémie. Cette formation s'inscrit dans la dynamique de l'accord de partenariat signé en juin 2017 entre le ministère de la Santé du Burkina Faso et le CIMEX Europe, une structure spécialisée en équipement de matériel de diagnostic médicaux. Donc l'hémogramme, c'est le principal examen qui va permettre déjà d'avoir des orientations par rapport à cette anémie qui est très fréquente, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, où au Burkina Faso, plus de 65% des enfants de moins de 5 ans présentent une anémie. Cette anémie peut être de divers degrés, elle peut être très grave, où on a besoin de faire une transfusion sanguine. Elle peut également donc être modérée, légère et être supportée par le malade. À ce moment, on a besoin donc de traitements, de comprimés, d'autres traitements qui ne sont pas forcément la transfusion sanguine. Cette formation n'est qu'une première étape d'une série de formations. C'est une étape, comme ils l'ont si bien dit, parce que ce sont les enfants qui sont la priorité du moment où c'est eux qui paient le plus lourd tribut de cette charge morbide-là. Mais je pense que donc dans les prochaines initiatives, il y a d'autres cibles qui seront intéressées, notamment tous ceux qui se rapportent à la santé de la reproduction au niveau des gynécologues et obstétriciens et de façon globale et progressive vers tous les prescripteurs, tous les cliniciens du système de santé. Le CIMEX, pour sa part, promet de respecter les clauses du contrat. Dans le contenu du protocole, il est prévu l'équipement des laboratoires en automate d'hématologie, la fourniture des réactifs pour la réalisation des examens pendant 3 ans,
Mais à côté de cela, il est aussi nécessaire de former l'ensemble des acteurs des chaînes de soins pour que tout le monde soit au même niveau d'information pour pouvoir interpréter les résultats et avoir une meilleure orientation diagnostique. Donc c'est dans ce cadre que s'inscrivent en fait les formations qui ont été initiées. Ce partenariat a une durée de 3 ans. Au regard de l'apport de cette formation dans le perfectionnement des agents de santé, les 88 participants ont émis le souhait de le voir pérennisé. Ils invitent donc le gouvernement à engager d'ores et déjà des actions à cet effet. La 38e session du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes se tient depuis ce 17 juin à Ouagadougou, au cœur des discussions. La décision des États-Unis d'Amérique de se retirer de l'Union postale universelle. Comment, dans ce climat, permettre aux postes africaines d'être de plus en plus performantes? La question était également au centre des échanges. Sandrine Zougouri. Le 18 octobre dernier, les États-Unis introduisaient une demande dans laquelle ils décidaient de se retirer de l'Union postale universelle. Cette décision visait la Chine, accusée de commerce déloyal dans l'expédition de ses marchandises vers l'Amérique. Aujourd'hui, cette procédure de retrait plonge l'univers postal dans une inquiétude totale. Et à cette 38e session du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes, la réflexion est portée sur la question. De ce territoire postal unique que l'Amérique a contribué à créer il y a 145 ans, il veut s'en retirer. Et c'est une question qui porte sur la rémunération de la distribution des envois générés par le commerce électronique. En fait, pour vous, les médias, vous savez qu'ils sont actuellement dans une guerre commerciale avec la Chine. Et parce que la Chine, grâce à l'ouverture des marchés que les Occidentaux eux-mêmes ont sollicité et imposé au monde entier, la Chine a pu tirer profit pour dire, bon, maintenant que c'est ouvert, moi aussi j'arrive. Et nous, ici, nous devons débattre pour voir quelle serait la contribution de l'Afrique dans la recherche de consensus. Dans une ère où le devenir de la poste est menacé, il faudrait que les acteurs des secteurs postaux jouent pleinement leur rôle pour répondre aux besoins des citoyens par la qualité des produits. Et je l'ai dit, la poste est en train d'être réinventée vraiment dans un nouvel environnement avec de nouveaux besoins et de nouveaux modes de consommation. Et aujourd'hui, nous parlons de commerce électronique et les acteurs postaux peuvent et doivent jouer un très grand rôle. Et comment tout cela va se passer, la poste reste quand même le trait d'union des populations. Ça reste la communication, c'est des standards si nous voulons normaliser. Et c'est de tout cela qu'il s'agira donc au cours de cette 38e session de l'Union panafricaine des postes. La Poste, considérée comme un catalyseur du développement économique et social. Cette rencontre panafricaine permettra de décliner les grands axes de développement du secteur postal africain pour les années à venir. Au niveau donc du secrétariat général, il va se dire que jusque-là, en fait, la fêtière l'UPAP n'a vraiment pas un siège digne de ce nom. Des pourparlers étaient en cours avec l'État de Tanzanie à Arusha où se trouve le siège. Au cours de cette année, nous avions pu, en tout cas avec le gouvernement tanzanien, représenté par l'autorité de régulation des communications électroniques de Tanzanie, arriver en tout cas à finaliser l'ensemble des documents qui vont permettre de pouvoir construire les sièges de l'UPAP. Ces travaux vont préparer les experts des postes à mieux aborder le congrès postal universel qui aura lieu à Abidjan en 2020. Ces 72 permettront également de réussir la mise en œuvre du projet de directive africain pour harmoniser le cadre réglementaire législatif et l'organisation du forum de régulateurs postaux sur le thème régulation postale au service des consommateurs. Voilà, et nous terminons ce journal avec cette déclaration sur la situation de crise qui prévaut au CDP. C'est une déclaration qui émane de Mahamadi Lamine Kouanda, le secrétaire national chargé des coutumiers et religieux du CDP. Une déclaration dont je m'en vais vous lire quelques extraits. Depuis le congrès de mai 2018 qui a vu la mise en place d'une nouvelle direction du parti assortie de plusieurs engagements et perspectives, le CDP se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. En effet, l'article 32 des statuts fixe à 600 le nombre des membres du bureau politique national. Contre toute attente, la composition de cette structure s'est déroulée en violation des statuts. Le bureau politique national est composé de plus de 1000 membres aujourd'hui.
Plusieurs réunions du bureau exécutif national ont planché sur ces faits avec des orientations de se conformer au statut. Les acteurs de cette forfaiture ont opposé un refus. Ce sont le président du parti Edi Komboyugo, Achille Tapsoba, Salifou Sawadogo, Boubacar Sanou, Issa Gandema, Yakuba Milogo. La situation s'est aggravée lorsque le 30 mai 2019, au cours d'une réunion du bureau exécutif national tenu au siège du parti, sous la présidence du président du parti Edi Komboyugo, le président s'est entêté à convoquer un congrès extraordinaire du parti pour le 16 juin 2019, dont le but est de modifier les dispositions des statuts du parti relatives au nombre des membres du bureau politique national, malgré l'opposition de certains cadres de la direction nationale. Ainsi, une plainte a été déposée auprès des autorités administratives et judiciaires de notre pays. Le verdict rendu par le tribunal le 14 juin 2019 a annulé la tenue du congrès et condamne les auteurs de ces violations des textes fondamentaux à s'y conformer. Malgré ce verdict, le camarade Achille Tapsoba, toute honte bu, veut donner des leçons de morale. Au regard de cette haute trahison avec un préjudice énorme à l'image du parti et de son fondateur, au nom de l'ensemble de tous les militants sincères, loyaux, fidèles au parti, tous les auteurs et complices qui ont violé et encouragé la violation des textes fondamentaux de notre parti seront entendus et sanctionnés à la hauteur de leurs faits. Vive le CDP, Démocratie, Progrès, Justice. C'est signé Mahamadi Lamine Kouanda, secrétaire national chargé des coutumiers et religieux. Il est membre du CDP. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité renouvelée. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30.